Il fut l'un des plus grands esprits scientifiques de son temps. Un génie visionnaire à qui l'on doit le courant alternatif, la bobine Tesla, la radio et même les prémices du radar. Pourtant, son nom reste entouré de mystères. Car au-delà de ses inventions révolutionnaires, Nikola Tesla fascine aussi par les mythes qui l'entourent. On lui prête des découvertes incroyables. Un rayon capable de raser des villes, une machine à capter une énergie infinie venue du vide, ou encore des recherches secrètes sur des forces inconnues. Mais entre avancées réelles, spéculations et exagérations, tout et n'importe quoi circule sur le sujet. Comment démêler le vrai du faux ? Mystère révélé vous livre l'analyse de 3 spécialistes de la question. Charles-Maxence Layet, journaliste. Philippe Méry, chercheur et auteur. Chris Esson, physicien et conférencier. Ensemble, ils vont nous aider à faire la lumière sur le mythe Tesla et à révéler ce qui se cache derrière ses inventions et ses mystères. Nikola Tesla, c'est l'un des plus grands génies, inventeurs de l'ère moderne. Donc à la fin du 19e siècle, début du 20e, c'est à lui qu'on doit de très nombreuses inventions autour de l'électricité, courant alternatif, moteur, radar et autres dispositifs électriques surtout. C'est un génie de l'électricité. Tesla naît en juillet 1856 en Autriche-Hongrie. Il naît dans des conditions très particulières puisqu'il naît aux alentours de minuit, dans une nuit très grand orage avec des éclairs faramineux. Et en fait, la sage-femme qui est présente considère que c'est de mauvais augure et que ça va être un enfant de la nuit. Sa mère, au contraire, qui est beaucoup plus lumineuse, ou en tout cas qui tient à défendre l'honneur et la destinée de son fils, dit qu'au contraire, ça va être un être de lumière. Il est né, et ça c'est important quand même, d'un père qui était militaire, puis ensuite père orthodoxe, et d'une mère très aimante, et surtout qui avait déjà des dons d'invention. Elle aurait pu faire le concours Lépine sans problème. Elle a, en tout cas c'est ce qu'on voit dans les mémoires de Nikola Tesla, elle passe son temps à faire des petites inventions du quotidien pour améliorer la vie pratique ou la vie dans les champs, puisqu'à cette époque-là, on a le droit de dire qu'il n'y a pas d'électricité. Il a un grand frère, mais ce grand frère décède d'un accident suite à une chute de cheval lorsque Tesla a 7 ans. C'est l'aîné sur lequel son père avait reposé toute son imagination et tous ses espoirs. Il a eu une enfance difficile, il était casse-cou, souvent malade, dépressif. Par contre, c'est un génie dès sa naissance. Il est né avec une mémoire eidétique, ce qu'on appelle une mémoire eidétique, c'est-à-dire la mémoire absolue, qu'il a à la naissance, mais qu'il a conservée jusqu'à sa mort. Malgré ses aptitudes, malgré son intelligence, malgré ses capacités, donc en fait, il va être en permanence dans une recherche d'amour de ses parents, et en particulier de son père, où il se sent mal aimé. Le père de Nikola Tesla désire que son fils prenne sa suite, ou continue cette tradition d'être prêtre orthodoxe. Nikola Tesla ne le souhaite pas, lui ce qu'il veut c'est être ingénieur. Il découvre l'électricité statique lorsqu'il est enfant, il est adolescent, il essaye de faire un petit moteur, une hélice qui tourne, qui est mis en mouvement par des hannetons, par des insectes, qu'il fait voler, qu'il accroche à l'appareil et qui permettent de faire tourner la roue. Les machines et les étincelles, c'est son truc, il veut rester là-dedans. Et ça va être un conflit ouvert entre lui et son père jusqu'à ses 20 ans ou ses 22 ans. Et en fait, c'est donc dans cet état de vulnérabilité et de maladie au seuil de la mort qu'il obtient de son père que son père le laisse faire ce qu'il veut. Je serai d'accord avec tout ce que tu peux demander, la chose que tu peux demander qui va faire que tu ne vas pas mourir. Puisque du point de vue du père, on est avec le deuxième fils qui risque de partir quand même. Et là, Tesla lui dit, si tu me laisses faire l'école d'ingénieur, et si je reviens, est-ce que tu vas me laisser faire mon école d'ingénieur? Et le père lui dit, d'accord. Et c'est comme ça que Tesla, en tout cas, l'épisode est raconté comme cela dans les mémoires de Nikola Tesla. Il se lève vers 3 h du matin, il se couche vers 23 h et il étudie toute la journée. Cette faim, cette soif, cet appétit de connaissances, tous azimuts, quand bien même c'est vraiment les mathématiques, la physique et bien sûr les sciences de l'ingénieur, que ça concerne l'eau, l'air, etc., etc. Et donc lui, son créneau, c'est la recherche appliquée. Il a une capacité à transformer ses rêves en réalité
rêve ou vision qu'il a la nuit, vision qui l'obsède régulièrement en fait. Et ça, il en parle dès sa jeunesse également, dès son enfance. Il a des flashs visuels. C'est à la fois des flashs lumineux, parce que c'est ce qu'il décrit, qu'il a comme des effets, le fameux effet Eureka. Il a des flashs lumineux comme ça qui viennent saturer son cerveau, et il a des images qui lui viennent. Et jusqu'à l'âge de 7-8 ans, c'est quelque chose qu'il va subir, et à partir de 7-8 ans jusqu'à l'âge de 10-11 ans, c'est quelque chose qu'il va dompter, il va s'entraîner à canaliser cette capacité-là par la force de la volonté, par sa détermination, de façon à en faire un atout. Nikola Tesla, et on pourrait dire avec les mots d'aujourd'hui, est un hypersensible. C'est-à-dire qu'il va être décrit, sa légende le présente comme quelqu'un de visionnaire, voire de quelqu'un d'excentrique avec des manies. Mais en fait, si on prend les critères d'aujourd'hui, les mots d'aujourd'hui, il a des caractéristiques qui sont celles d'un profil de Asperger. Il avait une finesse de perception qui fait que si la lumière était trop forte, ça l'agressait. Si les variations lumineuses étaient trop fortes, presque il avait des malaises. Il pouvait entendre des grésillements de machines électriques que les autres autour de lui n'entendaient pas. Donc on est toujours avec cet œil très précis, un œil d'aigle en quelque sorte, combiné à une capacité à imaginer des dispositifs, mais à se les représenter d'abord dans la tête, que ce soit en termes de flux, en termes de mécanisme, en termes d'engrenage, pour retourner en 3D l'objet dans toutes ses perspectives, de façon à le tourner dans tous les sens, et ça il le fait dès son adolescence. Ceci peut expliquer cela. Les historiens nous disent qu'il y a très peu de schémas techniques, ou en tout cas que les schémas techniques des machines de Tesla, des inventions de Tesla, sont toujours des dessins assez rudimentaires. Nikola n'est pas inventeur contrairement à ce qu'on pense, il est surtout développeur. Il a développé un certain nombre d'inventions qui, chronologiquement, se sont incrémentées les unes sur les autres. De mémoire, c'est quand il a 26 ans qu'il arrive à Paris, suite à ses premiers emplois et à ses premières études d'ingénieur. Donc il arrive à Paris et il est ébloui par la ville-lumière, il est ébloui par le raffinement de la ville, vraiment le centre culturel, beauté, artistique. Il a ce talent pour réparer des machines électriques ou pour en tout cas réparer des machines, des moteurs, des bobines qui participent de l'électrification naissante des équipements, des bâtiments. Il est un véritable pionnier, tant du point de vue par exemple de ce qu'on va appeler la communication sans fil, ce qu'il appelle lui le système mondial par exemple, qui est donc un système de transmission d'énergie électrique à distance sans fil, mais qui est aussi un système de communication à distance sans fil. Donc on est vraiment dans un réseau radio, dans un réseau télécom. Les moteurs à courant alternatif, tous les alternateurs, donc ça, c'est lui qui a fait la promotion, ou qui a poussé pour la mise au point et le développement de ces solutions. Derrière, on a aussi tout ce qui est ligne haute tension, et utilisation du courant alternatif. Tout ce qui découle de l'utilisation du courant alternatif, c'est grâce à Nikola Tesla. Et après, il a inventé, il avait des brevets sur tout ce qui était télécommande, et il a participé à l'invention de la télévision, la radio, même le radar. Tout ce qui est télécommande et tout, ça marche grâce aux découvertes de Tesla. Alors maintenant, on ne peut pas lui attribuer toutes les inventions directement. Il n'a pas inventé la télévision, mais grâce à lui et à la propagation des ondes, on sait comment les ondes hertziennes fonctionnent. D'ailleurs, la science officielle, ou en tout cas les systèmes de normes et de mesures à l'échelle mondiale, ont donné à Tesla la postérité à travers une unité de mesure scientifique qui mesure, on pourrait dire, la puissance du courant magnétique, de l'induction, qui est le Tesla. De strict point de vue histoire des sciences, on lui attribue autour des 600, 700, certains disent jusqu'à 900 brevets. À minima, on est sur 300 brevets, 150 inventions. Et entre donc les années 1885, on peut même aller jusqu'aux années 1915, il pose quantité d'inventions, quantité de brevets, tous secteurs confondus, que ce soit tant du côté des rayons X, de l'ozone, des machines à faire ce qu'on appelle de l'électrothérapie, que dans des registres bien sûr appliqués aux alternateurs, aux dynamos, la fameuse bobine Tesla qui est un peu sa création première. Il parlait entre 8 et 10 langues selon les sources, là, donc c'est 8 et 10 langues. Et donc les brevets qu'il déposait, il les déposait aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, en France, en Belgique, dans plein de pays. Alors moi j'ai lu les 112 brevets en américain. Donc, il a 112 brevets en américain, mais il est aussi crédité selon les sources de entre 700 et 1000 inventions
parce que tout n'était pas breveté nécessairement. Il n'en avait rien à faire, il ne cherchait pas la notoriété, il ne cherchait pas la reconnaissance, il ne cherchait pas l'argent. Donc déposer un brevet, c'est pour gagner de l'argent et pour bloquer l'avancement des découvertes. Lui, il pensait à les favoriser. Donc ça lui était égal. Il découvre ou redécouvre encore un peu plus les ondes scalaires qui ont été fondamentales dans ses inventions. Les ondes scalaires sont des ondes capables de transmettre de l'énergie ou de l'information sans support matériel en agissant directement sur le vide ou le champ énergétique. Je rappelle qu'il était toujours en conflit avec notre ami Albert Einstein. Albert Einstein, lui, disait que tout était énergie. Alors lui a expliqué que tout n'était pas énergie, mais que les ondes avaient beaucoup d'importance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a développé les ondes scalaires. Les ondes ont beaucoup d'importance dans notre environnement. La couleur, c'est des ondes, les sons, c'est des ondes, donc on peut dire qu'effectivement, tout est onde. Et Tesla a été beaucoup plus loin puisqu'il a pensé que les pensées étaient des ondes et qu'avec une bonne maîtrise de ces ondes, de rêve ou de vision, par la pensée, on pouvait transformer les choses en réalité. Une chose qu'il avait soulignée dès 1898, c'est les drones. Il a été le premier à faire des robots radiocommandés via des bateaux. Tesla avait comme projet tout à fait au départ, c'était de développer l'électricité pour tout le monde et gratuitement. Alors, il a beaucoup travaillé pour la diffusion de l'électricité, la diffusion uniquement, c'est-à-dire qu'il partait d'une source qui était souvent une machine thermique qui produisait des courants, qui était du courant continu, de transformer en alternatif, et il a beaucoup travaillé pour sa distribution. Alors, première distribution, il l'a faite normalement, et après, il l'a faite sans fil, ce qui a été un exploit, puisqu'à l'époque, on passait par des fils de cuivre, ça a d'ailleurs été un des gros problèmes qu'il a été obligé d'affronter. Et puis après, il s'est dit, maintenant que je peux le distribuer, qu'il avait découvert un certain nombre de principes, il s'est dit, mais cette électricité qui vient d'une machine thermique, est-ce que je ne pourrais pas le capter quelque part? Et en fait, il s'était aperçu qu'il y avait de l'électricité dans l'air, l'électricité statique, mais qu'on pouvait aller chercher bien ailleurs, et plus particulièrement dans l'ionosphère, du courant. Et l'idéal pour lui, c'était de capter ce courant qui est à l'état naturel, et après de le redistribuer sur toute la planète, et peut-être même ailleurs. Et c'est là qu'intervient la notion d'électricité, d'énergie libre. C'est de l'électricité accessible à tout le monde pour faire tout ce dont on a besoin. Alors aujourd'hui, on comprend un peu mieux l'importance de l'électricité, parce que si aujourd'hui nos installations tombaient en panne, je ne sais pas ce qu'on ferait. Et là, il était conscient qu'avec l'électricité, on pouvait tout faire. Il y a différentes énergies libres, parce que le vent, c'est de l'énergie libre, le soleil, c'est de l'énergie libre, l'énergie hydraulique, c'est de l'énergie libre. Mais bon, au sens de Tesla, c'est pas ça. C'est réussir à capter de l'énergie cosmique. Alors Tesla, il avait réussi aussi à faire un véhicule électrique qui captait de l'énergie. C'est une Pirsaro qu'il a transformé en véhicule électrique en 1931. Et il a fait un tour autour de Chicago et des Grands Lacs pour montrer que cette voiture se passait d'énergie extérieure. En fait, il avait transformé la voiture. Et bien, avec ce véhicule, il arrivait à capter l'énergie de l'ionosphère pour la transformer en électricité. Et il avait l'objectif d'équiper des bateaux, etc. Mais là, c'était de l'énergie électrique de l'ionosphère. L'énergie libre, telle que maintenant on l'entend implicitement, c'est réussir à capter une énergie qui serait présente partout dans l'univers. Il y a un peu 3 écoles de pensée par rapport à l'énergie libre. Il y a une première école de pensée dans laquelle s'inscrivait Nikola Tesla, c'est le fait que l'énergie libre, elle est présente autour de nous, elle est disponible. Elle est, on peut appeler ça une capacité. On a une énergie présente autour de nous, elle est présente fondamentalement pour plusieurs raisons. Parce que la nature fonctionne comme cela, notamment via les rayonnements du soleil ou les rayonnements des étoiles. On est dans cette grande époque où à la fois c'est des enthousiasmes scientifiques liés aux découvertes de la physique quantique, les nouvelles dimensions de la science, les rayons X qui permettent de voir les choses qui sont invisibles, en tout cas l'intérieur des choses, d'où cette phase au niveau artistique, au niveau littéraire, qui a l'air assez débordante de créativité, les débuts de la science-fiction avec H.G. Wells, les machines fantastiques ou les voyages extraordinaires que nous raconte Jules Verne, les découvertes liées à la radioactivité, enfin vraiment toutes ces nouvelles dimensions du monde que des scientifiques vont documenter. Ce qui fait qu'à cette époque-là, le fait de voir l'univers, la nature, les objets,
mais aussi les êtres vivants comme étant traversés de forces électriques, magnétiques, électrochimiques, électromagnétiques, on est vraiment dans cet émerveillement qui vient comme ça traverser le regard des chercheurs. Seconde école de pensée pour l'énergie libre, c'est le fait de fabriquer des machines qu'on va qualifier surunitaires, c'est-à-dire des dispositifs où on met de l'énergie à l'intérieur et on a plus d'énergie en sortie. Ce n'est pas un système passif, il faut de l'énergie pour lancer le mouvement. Est-ce que c'est des aimants qui vont être empilés les uns à côté des autres de façon asymétrique ou irrégulière? Est-ce que c'est une machine à mouvement perpétuel avec un flux d'air sous pression avec du vide et une différence de pression entre les deux? La fusion froide, par exemple, se situe dans ce champ de recherche. Troisième axe de recherche qui a émergé vraiment avec la physique quantique, c'est les fameuses fluctuations du champ zéro. Là où on est dans le niveau de l'invisible, à l'échelle du mur de Planck, de l'infiniment petit, du milliardième, du milliardième, du milliardième, etc., etc. Et donc, les particules élémentaires, ou en tout cas les atomes, n'existent pas encore sur ce plan-là. On est sur un niveau de réalité où on a uniquement des fluctuations d'une substance fondamentale qui nous sert un peu comme ça de socle à la réalité, et de ces fluctuations quantiques, qui sont donc des fluctuations de potentiel. Donc ces fluctuations, ça veut dire que ça monte et que ça descend, et parfois quand ça monte suffisamment, ça va devenir un grain de matière et ça devient une particule élémentaire. Ces fluctuations, peut-être qu'on peut imaginer des dispositifs qui nous permettent de récupérer ou de nous appuyer sur ces fluctuations, d'amplifier ce mouvement et de générer de l'énergie grâce à l'amplification de ces mouvements fondamentaux, infimes, invisibles. Au tournant du siècle, on a la guerre des courants entre Tesla et Edison. Edison qui ne peut pas accepter de perdre l'équivalent du monopole qu'il pouvait avoir sur l'infrastructure électrique, puisque Tesla arrive avec du courant alternatif, et un courant alternatif qui a des avantages concrets, certains par rapport à l'approche d'Edison, qui est celle du courant continu. Et donc ça crée une guerre commerciale en gros, où là Tesla n'est pas isolé, puisqu'il a ses alliés industriels avec lui, ses alliés financiers, mais on a donc une guerre médiatique, qu'on a appelée la guerre des courants, entre Edison, qui fait des électrocutions publiques d'animaux, mais aussi d'humains, dans des situations de peine de mort, en utilisant le courant alternatif pour montrer combien le courant alternatif est mortel. Et Tesla qui n'entre pas forcément dans cette surenchère-là, mais tout ça fait la une de la presse populaire de l'époque et des grands titres dans les villes. Quand on parle de Tesla, évidemment, on parle de l'éther. Et la notion d'éther existait depuis fort longtemps. Là encore, ce n'est pas lui qui l'a inventé. L'éther a été une notion qu'il a souvent opposée à Albert Einstein, qui lui pensait, pour appliquer sa fameuse formule E égale mc2, on partait en fait du vide. Et Tesla, suite aux expériences qu'il a pu faire au cours de sa vie, au début de sa vie plus exactement, a démontré que le vide n'existait pas et qu'il y avait toujours un gaz sur lequel on arrivait en tout dernier, c'était l'éther. Et cet éther, c'est un gaz tout à fait inodore, sans odeur, sans rien du tout, mais qui permet la transmission de sa découverte suivante, c'est les ondes scalaires. S'il n'y avait pas eu l'éther, il n'aurait pas pu parler d'ondes scalaires. Donc l'éther, c'était les physiciens jusqu'à la fin du 19e siècle, même depuis le Moyen-Âge, étaient convaincus que l'espace était rempli de quelque chose. Ça date même de Descartes, qui disait qu'il y avait des tourbillons d'éther. Après, Newton disait, à un moment de sa vie, a pensé qu'effectivement la gravitation était liée à l'éther. Cet éther était un fait acquis de tous les physiciens jusqu'à la fin du 19e siècle. Et puis, il y a eu des expériences qui ont cherché à démontrer, à mesurer cet éther et à prouver son existence. Et ça, c'est une expérience célèbre de Michelson et Morley en 1887, qui voulait mesurer la vitesse d'un vent d'éther. Si la Terre avance dans l'espace, on devrait détecter ce vent d'éther. Et malheureusement, cette expérience a été un tournant de la physique moderne, parce que l'expérience n'a pas donné les résultats qu'ils escomptaient. Donc chaque fois que les physiciens s'attaquent à l'éther, toutes les expériences qu'il y a eu ont toujours échoué. Et c'est pour ça qu'après, des physiciens comme Poincaré, et puis après Einstein, ont mené leur réflexion, et on en est aujourd'hui à la relativité restreinte, puis générale, où l'éther a été supprimé de la solution, en fait. Mais Tesla, lui, à partir des années 1891, par là, 1890, faisait des expériences, en fait, avec des lampes à arc. Ce sur quoi il travaillait, c'était l'éclairage public,
l'éclairage public, d'abord à Paris, puis après à Strasbourg, puis après aux États-Unis. Donc il fallait installer l'éclairage public avec des lampes à arc, et il travaillait sur ces lampes à arc, et en travaillant là-dessus, il a découvert des phénomènes où il a réussi à interagir avec l'éther. Donc lui savait pertinemment que l'éther existait, parce que tous ses travaux, une fois qu'il avait découvert l'éther, tous ces travaux ont été de chercher à caractériser cet éther, étudier ses propriétés, etc. Une particule, c'est un vortex d'éther. Bien avant lui, on s'était aperçu que le cerveau émettait des ondes scalaires et recevait des ondes scalaires. Et Tesla a élargi cette notion en disant que tous les éléments vivants, que ce soit les êtres humains, les plantes, les animaux et bien d'autres choses encore, dans la mesure où il y avait une vie, sous quelque forme que ce soit, il y avait des ondes scalaires. Lui s'est dit maintenant, ces ondes scalaires, comment les capter? La machine la plus connue, ou l'installation la plus connue qu'il a utilisée, ce sont ces tours. Il a, on le sait, fait construire 3 tours. Les 2 premières, c'est la tour Colorado Springs, la deuxième, c'est la Wardenclyffe, et la troisième, qui est le fruit d'une découverte tout à fait récente, c'est un hôtel, le New Yorker. En fait, il s'est fait construire un hôtel, le New Yorker, qui existe toujours, qu'on peut visiter et prendre une chambre. Et cet hôtel est en fait conçu comme une tour, mais une tour supérieure encore à la Wardenclyffe. Tout ça avec la complicité du président Roosevelt. Quand il revient dans la région de New York, dans un second laboratoire plus important, où en gros il va engloutir toute sa fortune à l'intérieur de cet édifice, c'est la fameuse tour de Wardenclyffe, qui est une tour de 57 mètres de haut, qui se termine sur une sphère métallique de 21 mètres de diamètre. Donc on est sur un dispositif assez gigantesque, et il l'a fait fonctionner, mais il ne l'a jamais fait fonctionner à la puissance qu'il souhaitait injecter, qu'il souhaitait mettre, pour pouvoir faire des tests de transmission d'énergie à distance, et y compris des tests d'émission, d'envoi de communication interplanétaire. C'est pour ça que c'est aussi, dans son approche théorique, un pionnier de la radioastronomie. Et donc ces 3 tours servaient à émettre et à recevoir les énergies, quelles qu'elles soient, ondes scalaires, ondes radiophoniques, télévisuelles et tout. Et il les recevait, il les émettait aussi bien par le ciel que par la Terre. C'est là où est son secret, c'est là où en fait réside la difficulté pour comprendre ce qu'il a pu faire. C'était des grosses bobines, des générateurs et des condensateurs faits de bouteilles de champagne remplies d'eau salée, puis des bobines, c'est des gros fils de cuivre sur lesquels on fait des spires. Hein. Les travaux de Tesla, c'est de réussir à accorder, comme un violon, il faut accorder les dispositifs pour qu'ils se mettent en résonance, pour amplifier les effets, et c'est là qu'il va chercher des tensions extraordinaires. Il atteignait 30 millions de volts dans ses expériences, et c'est là qu'il arrive à la limite de la résistance de l'espace, et il met en évidence la présence de l'éther. Tesla a donc imaginé des appareils qui soit captaient ces charges électriques pour les canaliser, soit à travers des systèmes ou des machines qui allaient pulser, qui rayonnaient comme ça, des champs pulsés avec une fréquence, avec une intensité particulière. On était vraiment sur un esprit complètement ouvert sur le plan cosmique. On n'est pas simplement sur le visionnaire extravagant, on a vraiment aussi l'hypersensible cosmique, c'est présent en lui. Il imagine plein de choses par rapport aux forces de la nature qui lui sautent aux yeux et qui sont donc cette motivation qui est de mettre au service de l'humanité les forces de la nature. Tesla était très fort pour développer des idées, et dès qu'il les avait un peu développées, il passait à autre chose. Mais quand même, là, il a été plus loin, il a été pratique et il a fait des expériences. Qu'est-ce que nous apporterait l'énergie libre? Elle nous apporterait beaucoup de facilité et beaucoup de difficultés. La première facilité, c'est qu'effectivement, notre note personnelle d'électricité aurait tendance à tendre vers le zéro, ce qui ferait aussitôt un ennemi pour ce développement, puisque l'État ne toucherait plus de taxes et ne récolterait pas les royalties qu'il récolte actuellement. Ça changerait la vie des gens, parce que si on réfléchit bien, une grande partie de notre activité et de l'énergie qu'on dépense, ce n'est pas de l'énergie gratuite, ni pour nous, ni pour ceux qui nous payent. Donc on ferait des économies, on aurait plus de temps libre.